Et donc pour commencer cette année, vous avez voté pour le sujet « À quoi sert l'art moderne ?» Et en fait, parce que je pense que beaucoup de personnes se sont demandé cette question-là devant une œuvre d'art moderne dans un musée, disant « mais vraiment, qu'est-ce que c'est que ce bordel? À quoi ça sert ?» Et effectivement, je ne vais pas vous mentir, d'un point de vue artistique, c'est un peu limité. Par contre, d'un point de vue financier, ça a plein d'avantages. Voilà, donc en fait, à quoi sert l'art moderne? C'est un fantastique outil dans la finance pour transformer un actif qui n'était pas terrible en ce que moi j'appelle un lingot d'art. Parce que on va voir que pour qu'un actif soit utile, il faut qu'il ait des propriétés. Et ces propriétés, l'art classique ne les avait absolument pas. Par exemple, peu discret. C'est-à-dire une œuvre d'art, quand même, passer la douane avec, c'est pas simple. Donc faire des échanges avec, c'est pas simple non plus. Donc déjà, il y a un côté de comment est-ce qu'on peut échanger des œuvres d'art sans trop que ça se voit, tout en restant assez, on va dire, discret. On ne peut vraiment pas aller avec son Picasso, son Van Gogh, sous le bras et compagnie. La majorité vaut rien. C'est totalement vrai. C'est-à-dire, moi, j'avais des grands-parents qui adoraient les œuvres d'art de Falaise de Normandie. Ça vaut absolument que dalle. Les œuvres d'art classiques qui valent quelque chose, franchement, il y a peut-être une centaine d'artistes qui sont soit pour leur talent, soit pour leur consécration dans l'histoire connue. Une œuvre d'art classique, ça prend une année, voire plus à se faire à l'époque. Donc il y a une centaine d'œuvres peut-être. C'est-à-dire que sur un marché d'art classique, on peut être sur 10 000 œuvres, 50 000 œuvres qui vraiment ont une capacité d'être un actif financier capable d'être sur plusieurs décennies, générations. C'est pas énorme. On se fait imposer dessus. Et ensuite, il y a deux caractéristiques, peu fongible, peu liquide. Peu fongible, ça veut dire qu'on ne sait pas le prix que ça vaut. Une œuvre d'art ne vaudra jamais le même prix qu'une autre œuvre d'art du même artiste, de la même taille. Il y a toujours un peu... Donc si l'artiste a fait que des œuvres différentes toute sa vie, on a peu d'idées de savoir combien vaut cette œuvre d'art à un instant T. Peu liquide, c'est est-ce qu'on est en capacité de le vendre ou de l'acheter à un instant T? Est-ce qu'il y a un marché où on est prêt à vendre et à acheter des œuvres d'art d'un artiste donné? Donc les œuvres d'art classiques, c'est vraiment pour le 1% des 1%. On va voir qu'il y a un fait divers actuellement près de Genève. C'est les Rothschild, c'est les Médicis, ainsi de suite, qui eux ont effectivement emmagasiné des œuvres d'art d'une valeur inestimable. Ça perdure sur plusieurs générations. Ils s'en foutent que ce soit ni fongible ni liquide. C'est vraiment, on va dire, du stock intergénérationnel. On s'en fout. Donc, comment est-ce qu'on devient une œuvre d'art qui était vraiment un actif très compliqué d'un point de vue financier à un actif financier beaucoup plus grand public et beaucoup plus facile en essayant on va dire, faire disparaître tous ces problèmes qu'on a avec les œuvres d'art classiques. Donc on ne parlera pas d'art, pour ceux qui avaient... il n'y a pas vraiment, désolé, mais vraiment dans l'œuvre d'art moderne. Donc la première des choses, c'est peu discret avant l'invention des ports francs. Un port franc, en théorie, c'est censé, comme son nom l'indique, lié à un port, en théorie. Et vu qu'on se dit que les marchandises sont en transit dedans, il n'y a pas de droit de douane, il n'y a pas de TVA et il y a très peu de contrôle. Ils sont censés juste transiter et ainsi on n'est pas censé avoir de problème. Ça, c'est les ports francs qui ont existé depuis... je pense, l'Antiquité, il n'y a pas de problème. Sauf que les ports francs aujourd'hui, c'est plutôt ça. C'est à Genève. Et la notion, donc déjà, où est le port? Bon, voilà. Et la notion de transit, en fait, tout est subjectif. Dans le port franc de Genève, les œuvres sont en transit depuis plusieurs générations. Et ce qui fait qu'on peut emmagasiner des œuvres d'art dedans à Genève sans payer de droit de douane en entrée ni en sortie, un contrôle limité, pas de TVA et ainsi de suite. Donc les ports francs, maintenant il y en a à Singapour, on a à Hong Kong, le premier ça a été à Genève, et c'est le plus gros, donc il est vers l'aéroport de Genève, et on considère qu'il a plus d'œuvres d'art que le Louvre. Il a plus d'œuvres d'art que la plupart des musées dans le monde. Il a pour 1 million d'œuvres d'art, on estime à 100 milliards le dollar dedans, tout ça sur une petite surface réduite, et évidemment avec une discrétion suisse bien connue. Donc déjà, vous voyez que le côté discrétion vient de l'avoir, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de se trimballer avec son œuvre d'art en avion, je ne sais pas quoi. Les œuvres d'art sont stockées dans des endroits comme des ports francs, et vous venez, si quelqu'un veut acheter une œuvre d'art, il va dans le port franc de Genève, la transaction se fait dans le port franc de Genève, l'œuvre d'art ne quitte jamais le port franc, et on arrive maintenant à avoir un système beaucoup plus facile en termes de transaction et de discrétion. En faisant les recherches, on trouve des pépites, on peut se dire que c'est le grand capitalisme, évidemment qu'on pourrait réguler tout ça. Enfin, on ne peut pas réguler ça, c'est des entreprises maléfiques. Le port franc de Genève a comme actionnaire majoritaire le canton de Genève. Donc quand ils disent « Oh là là, il faudrait vraiment espionner les conversations, espionner les historiques d'Internet, oh là là, si seulement le gouvernement pouvait davantage savoir ce qui se passe chez le citoyen, ça serait génial », en fait, ils sont littéralement le propriétaire de la plus grande lessiveuse du monde.
Et bizarrement, ça ne semble pas les faire ni chaud ni froid par rapport à ça. Par contre, nos données personnelles, c'est toujours un problème pour eux, quoi. Donc là, vous voyez que... Ah là, il va falloir résister, c'est que le début. Hein. Je vous dis tout de suite. Hein. Il va falloir rester focus, les amis. Donc, première chose, c'est réglé. C'est le côté discrétion est totalement... Le marché de l'art est d'un niveau de discrétion qui n'a vraiment d'égal nulle part ailleurs. Même les crypto-monnaies et autres, ça n'a vraiment... Mais je rappelle qu'une blockchain, c'est public. Donc on voit les transactions qui se passent dans une blockchain. Hein. Le niveau du marché d'art est d'un niveau incroyable. Je vous conseille d'aller voir les faits divers. 3 jours après avoir fait le sondage et que vous avez voté pour, on a découvert qu'un magnifique Courbet avait été acheté par le Qatar il y a 3 ans. Donc littéralement des peintures comme celle-ci, qui est quand même mondialement connue, ça fait des années qu'elle a été passée sous les radars. On savait que c'était une richissime parisienne qui l'avait. Après, elle a disparu, on ne savait pas où c'était. Et là, il y a moins d'un mois, le Qatar informe que c'est lui qui l'avait acheté il y a 3 ans, qui compte repartir avec pour le mettre dans son musée, mais que comme il est, on va dire, grandeur d'âme, elle sera visible au musée d'Orsay pendant 2 ans, avant de repartir pour le Qatar dans un coffre ou je ne sais pas quoi. Donc le niveau d'opacité du système fait que même les œuvres d'art les plus connues, des fois on ne sait pas où ils sont, tout bonnement. Donc ce fameux Courbet ici, il est réapparu il y a 1 mois après avoir disparu pendant 5 ans, grosso modo. Vous avez le Salvador Mundi, qui est juste un chef-d'œuvre absolu en termes de marché de l'art. Donc le Salvador Mundi, c'est celui-là. On ne sait pas trop où il était avant de 1763 à 1900. On ne sait vraiment pas du tout où était sa provenance. Il réapparaît en 1900, de l'atelier de Vinci. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait le maître de Vinci, il y avait plein d'élèves qui devaient imiter le maître à la perfection. Donc réussir à distinguer qu'est-ce qu'est un Vinci d'un autre, c'est très compliqué. Parce que vraiment, ils n'avaient que des élèves qui étaient censés faire la perfection. Tous les Salvador Mundi qu'on a trouvés venaient des élèves de Vinci, jamais du maître. Et celui-ci, quand il est apparu, il était de l'atelier de Vinci. Il s'échange pour 45 livres en 1958. En 2005, il réapparaît dans un catalogue aux États-Unis, il s'échange pour 1175. En 2007, il fait une restauration. Il finance cet état-là. Donc là, je ne sais pas si on regarde, c'est pas très bien, mais le globe, il a totalement disparu. Il a un doigt en plus. Il avait une moustache qui, évidemment, a été rajoutée, qui a été retirée. On a du mal à savoir encore ce qu'il fait. Et ça, c'était après la restauration. Et surtout, là, l'expert mondial de Vinci estime que c'est un vrai Vinci. Alors que jusqu'avant, il n'a jamais été considéré comme un Vinci. Ça passe. En 2013, il est racheté. Donc là, il a été restauré une nouvelle fois. Alors là, il y a tout qui a changé. Hein. C'est-à-dire le visage, c'est plus le même. La boule a changé. Les draps, on le voit, ça a aussi changé. Donc même si avant c'était un vrai Vinci, on peut... Bon, il a été racheté pour 83 millions, revendu la même année pour 127 millions. Le mec qui a fait ça est en prison. C'était un marchand d'art, il n'était pas censé se prendre autant d'argent en fait. Un client a dit, moi je veux bien l'acheter pour ce prix-là. Il a réussi à l'acheter pour 83 millions, il s'est pris la différence dans la poche. Il n'était pas censé faire ça. Bon. Et 5 ans après, il est revendu à un mystérieux acheteur, qu'on ne savait pas c'était qui pendant très longtemps, pour l'œuvre d'art la plus chère au monde. Donc l'œuvre d'art la plus chère au monde a une provenance tout ce qui est de plus douteuse, c'est pas grave, et ça a été même vendu à une personne, on ne savait pas c'était qui, pendant très longtemps, enfin quelques mois, et après il est arrivé le poteau rose, c'était pas le Qatari, c'était l'Arabie Saoudite, c'était NBS qui l'avait racheté pour le mettre chez lui. Donc voilà, c'est vraiment l'œuvre d'art la plus chère du monde, mais qui est un parfait exemple de l'opacité absolue, et que c'est un peu un milieu de magouille, on va dire, quoi. Un autre exemple aussi, vous avez une photo qu'a pris Kim Kardashian de son musée au Muséum de New York en 2018. Elle prend une photo à côté, donc c'est un des plus grands musées au monde, hein, respecté. Elle prend une photo à côté d'une momie en or. La photo, évidemment, vu que c'est Kim Kardashian, fait le tour du monde, mondialement connue cette photo, et patati patata. Elle arrive dans la boîte mail d'un enquêteur qui dit en fait, la momie a été volée à l'Égypte en 2011. Et donc même un des plus grands musées du monde, tu arrives en disant j'ai une momie en or de l'Égypte. Je pense que l'Égypte avait déjà fait on va dire, la liste en disant celle-là il faut qu'on la retrouve, on nous l'a volée en 2011. Il y a toujours un flou artistique, on va dire, à chaque fois. Donc littéralement, l'Égypte a réussi à retrouver une de ces momies volées en 2011 uniquement grâce à un selfie de Kim Kardashian devant la momie qui a fait le tour du monde. Et c'est comme ça qu'on a pu... Mais donc vous voyez qu'à chaque fois, la traçabilité de d'où ça vient, où ça part et compagnie, il y a un flou artistique. J'ai des exemples, alors là, c'est que des exemples récents. Là, je crois que c'est 2011. Avant, c'était 2017.
Et là, en ce moment, vous voyez, c'est en ce moment à Genève chez les Rothschild. Donc, ils se tirent la bourre entre ce qui est assez rare chez les Rothschild, il faut en profiter, hein, parce qu'il y a des choses à aller gratter. Mais les Rothschild se tirent la bourre sur ce château-là. Ce n'est pas sur le château qui se tire la bourre, c'est que dans ce château, il est rempli d'œuvres d'art. Il est à l'entrée de Genève, côté Lausanne. Et donc, le château, on s'en fout, c'est juste un château à côté de Genève, ça ne vaut pas grand-chose. Par contre, il est rempli d'œuvres d'art. Et littéralement, c'est son stock d'œuvres d'art qui est dedans, qui, lui, est un procès sans fin entre plusieurs héritiers de Rothschild pour savoir qui va mettre la main sur cet énorme magot. Et encore une fois, donc là, c'était 7 octobre, en octobre dernier, là, c'était un peu tout chaud. Picasso surfacturé, prison ferme pour le marchand d'art. Cette affaire jugée en octobre à Genève, donc maintenant on sait pourquoi est-ce qu'ils vont à Genève, hein, concernait les relations troubles entre de riches ex-industriels d'origine russe, établis à Genève, et un marchand d'art qui leur a permis d'investir plus d'un demi-milliard dans des œuvres d'art de grande valeur entre 2010 et 2015. Donc encore une fois, je vous l'ai dit, le marché d'art, à la base, il n'est pas liquide, on trouve difficilement de quoi acheter. Grâce aux arts modernes, vous pouvez arriver à Genève et littéralement investir un demi-milliard dans des œuvres d'art. Donc le marché devient liquide quand vous pouvez arriver avec 500 millions et pas de problème, on a 500 millions dans les coffres pour te faire des transactions. Et là, une fois de plus, le marchand d'art est en prison parce que sur les 500 millions, il devait se prendre que 5%, il s'en est pris 10. Il était gourmand quand même, hein, mais bon. Donc il a fini en prison. Mais vous voyez que le procès il a eu lieu, pas parce qu'un oligarque russe sous sanction est arrivé à Genève pour dire j'ai 500 millions, me dis pas d'où ça vient, je veux des œuvres d'art dans le coffre de Genève. Non, il est en prison parce que le marchand d'art s'est trop goinfré dans la transaction, quoi. L'oligarque russe, il n'y a pas de problème. De savoir même où étaient... Est-ce que les œuvres d'art qu'il a achetées étaient tracées aussi? Non, il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème, c'est le marchand d'art qui... Il devait se faire juste 25 millions dans la transaction, il s'en est fait 50, quoi. Donc petit problème pour lui. Donc là, vous voyez que le côté peu discret, en fait, si, c'est vraiment le marché le plus discret au monde. C'est impressionnant à quel point il peut engloutir des milliards et les faire disparaître, tout bonnement. Donc ça, c'est le premier désavantage qui a été un peu réussi. Ensuite, la différence, maintenant, on arrive un peu avec l'art abstrait, l'art moderne et l'art classique. Ça, c'était par exemple au Petit Palais, à Noël, quand je suis retourné à Paris. Et en fait, dès que vous avez des arts classiques, vous avez des œuvres d'art magnifiques. C'est des œuvres d'art anonymes. Vraiment, les personnes qui ont fait ça ne sont pas du tout connues. Mais quand on voit ce tableau qui est gigantesque, qui reprend une scène de Paris avec les visages, les couleurs, c'est énorme à faire. Il faut un certain talent pour le faire. Et même avec un certain talent, ça met des années. Et premier problème, on peut faire très peu d'œuvres d'art comme ça. Pareil, ici, c'est Adam et Ève qui portent leur fils. La statue, c'était vraiment Adam et Ève qui portent leur fils. Leur fils était... Je ne sais pas comment ils arrivaient à tailler ça dans la personne qui a fait ça a taillé ça dans une seule partie de marbre. C'est vraiment impressionnant et la personne est inconnue. Donc les œuvres d'art classiques ont deux défauts. Un, c'est très compliqué à faire. Ça demande un vrai talent de la part de l'artiste et en plus c'est très compliqué à faire. Deux, à expertiser c'est un enfer parce qu'ils font tous exprès de s'inspirer de leur modèle. Par exemple, ça peut très bien être un Michel-Ange, la statue. Comment est-ce qu'en fait on sait que, là ici par exemple, moi ce portrait, je pensais que c'était par exemple un Delacroix, celui qui a fait La liberté guidant le peuple. Donc comment est-ce qu'on... Vraiment, les œuvres d'art classiques, hormis quelques noms qui sont vraiment très prestigieux, mais les autres, ils ont un rapport qualité-prix qui est énorme, mais même avec ça, réussir à se dire, est-ce que c'est un Delacroix, est-ce que c'est un autre grand peintre? On ne sait pas, c'est tellement bien fait, la personne ne ment pas, c'est-à-dire elle met son propre nom, c'est un artiste inconnu, mais comment est-ce qu'on arrive à être sûr que ça, c'est un grand artiste italien de la Renaissance ou que ça, c'est un grand artiste français du XIXe siècle? Leur style n'est pas du tout aussi différent. Ils ont tous un peu le même style, ils sont tous en train de se battre sur qui fera la meilleure œuvre d'art d'un point de vue technique. Donc, un, peu de liquidité dans le marché, et deux, c'est compliqué à distinguer et à se mettre des prix parce que ça peut très bien être une œuvre d'art incroyable comme une œuvre d'art de quelqu'un de pas très connu. Alors que l'art moderne a cette qualité essentielle d'être très simple à faire et très reconnaissable en fait. Très reconnaissable. Quand on dit « mais tiens, c'est marrant, mon gosse pourrait faire la même », bah oui, votre gosse pourrait faire la même, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce n'est pas ça le plus important. Votre gosse peut faire la même parce qu'il a fallu débiter des œuvres d'art pour injecter ça dans le marché. Mais surtout, ce qui est important, c'est que votre gosse pourrait la reconnaître. N'importe quelle personne avec une formation de 5 heures peut reconnaître un Klein, d'un Soulages, d'un Mondrian, d'un Kunz, d'un Murakami ou d'un Rothko.
C'est hyper simple, en fait, ils ont tous leur style. C'est pas compliqué, ils ont tous leur style. Donc si c'est des carrés bleus, c'est Klein. Si c'est des carrés noirs, c'est Soulage. Si c'est des carrés un peu toutes les couleurs, c'est Mondrian. Si c'est des points, c'est Hirtz. Si c'est Kunz, c'est des chiens en forme de papier de ballon gonflé. Si c'est des fleurs sous champi, c'est Murakami. Si c'est Rothko, c'est un peu des taches horizontales qui s'enchaînent. Ils ont tous leur style qui peuvent déjà faire des séries avec, donc beaucoup, et en plus reconnaissables énormément. Et c'est ce qu'on cherche dans un lingot. Un lingot, on veut le reconnaître, on veut savoir si c'est de l'argent, de l'or, combien de grammes, et ainsi de suite. Pour réussir à faire un actif financier, il faut quelque chose que vraiment on reconnaisse très vite. Donc l'avantage de l'art moderne, c'est pas que n'importe qui peut le faire. Ça, c'est presque pas un avantage parce que ça fait qu'il y a plein de copies qui circulent. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, n'importe qui peut les reconnaître. C'est ça vraiment la clé quand on dit, mais c'est tellement simple, pourquoi elle a fait tellement simple? C'est oui, il faut que n'importe qui puisse reconnaître, puisse faire la différence entre toutes ces œuvres, parce que ça va permettre de rendre le marché beaucoup plus facile et liquide. Et notamment de débiter des œuvres d'art à foison. Si vous regardez un peu les peintres de la Renaissance, de Vinci, il y en a 20. Oui, donc c'est pour ça que quand on a un doute, on aime bien aller dans le sens que c'est lui, parce qu'il n'y en a que 20 qui circulent des œuvres de Vinci. Les autres de la Renaissance, un peu plus, vous voyez, une centaine pour les plus productifs. Là, déjà, sur les peintres un peu plus modernes, Chagall, Mondrian, on est à 1000, 2000. Monet, Van Gogh, Klein, on est déjà un peu 2000, 3000. Et ensuite, vous voyez, les modernes, les Kunz, les Kusama, les Hockney, les Hirst, on est à plus de 10 000. Je rappelle que les œuvres classiques ont de la valeur, il y en avait 10 000. Donc à lui tout seul, Hirst, il fait plus d'œuvres d'art que l'entièreté de la Renaissance, grosso modo, quoi. Et le meilleur, c'est Picasso qui, lui débitait Picasso. Il payait tout, en fait, avec des œuvres. Enfin, il n'était pas très riche, donc il payait son loyer, son repas avec plein d'œuvres d'art. Et ça nous donne sur des choses comme ça. Quand je vous dis qu'on a des lingots d'art aujourd'hui, c'est des véritables lingots d'art. Ça s'appelle Artnet, le site. Vous allez voir tout ce qui est en vente actuellement dans l'art. Si je tape par exemple les chiens de Kunz, actuellement, en ce moment même, il y a plus de 80 chiens de Kunz qui sont à vendre avec des prix, vous voyez, on va dire là c'est le petit modèle. Le petit modèle, il a l'air d'être autour de 10 000 $. Là, vous voyez que l'œuvre d'art est devenue un actif financier parfait. Il est fongible, on connaît le prix. Il est un peu disparate le prix, ok. Mais là, on voit bien que c'est 10 000 $ plus ou moins 10%. On n'est pas à se demander combien vaut un chien de Kunz. Il y a le marché, il est là, il est liquide. Constamment, vous avez, là, ici, en ce moment même, vous avez une centaine de chiens de Kunz à vendre ou à acheter en fonction de qui vous êtes. Donc là, le chien de Kunz, c'est vraiment un lingot d'art. Tout le monde le reconnaît comme un lingot d'art. Enfin, c'est-à-dire qu'on dit c'est de l'art, c'est moderne, c'est Kunz. Il est très facilement reconnaissable et il est en permanence, on peut en permanence l'acheter, le vendre à un prix très connu. Pareil pour, par exemple, Picasso. Alors Picasso, lui, il y en a tellement, c'est des dessins à foison et compagnie, mais il a fait des visages en céramique. Voilà, il en a fait, pareil, des milliers de visages en céramique dans tous les sens. Donc en ce moment même, il y a, là j'ai regardé, une cinquantaine, et je pense même un peu plus, de visages en céramique de Picasso. Et encore une fois, le prix, vous voyez, il est assez... il y en a, je crois qu'on en voit, c'était autour de 10 000 $, quoi. Donc encore une fois, c'est un actif. Vous voyez, l'œuvre d'art moderne, enfin, encore une fois, je ne sais pas quel art il y a dedans, mais en termes d'actifs financiers, par contre, ça a été conçu pour, quoi. Enfin, Picasso ne l'a pas conçu pour, mais d'autres se sont dit, tiens, en fait, Picasso, ça serait intéressant d'en faire un artiste très connu, parce qu'en fait, c'est un énorme avantage d'avoir ce type d'actifs. Et un autre, par exemple, les points de Hirtz. Donc pareil, Hirtz, il en a fait plus de 10 000 œuvres d'art. Donc des trucs monumentales d'œuvres d'art qui sont incroyables, mais d'autres, vous voyez, c'est des points. Donc là, pareil, il y a une liquidité absolue. Il y en a des tableaux de points d'Hirtz à vendre, il y en a des centaines tous les jours. Et le prix, comme ça, est aussi parfaitement connu. Donc vous voyez que petit à petit, en fait, l'art moderne a permis de passer d'un actif qui était un enfer à un actif qui devient assez intéressant. Il est parfaitement liquide, il y a constamment des acheteurs et des vendeurs pour du Kunz, du Hirtz ou du Picasso. Il est parfaitement fongible, puisqu'ils ont fait des séries de la même chose. Donc les chiens de Kunz, ils se ressemblent, les points de Hirtz, ils se ressemblent, les visages de Picasso, ils se ressemblent. Donc on sait à peu près, on va dire, quel est le prix des choses et comment faire des transactions. La majorité vaut rien, maintenant on a un peu plus quand même. On a maintenant peut-être des millions d'œuvres d'art qui commencent à valoir quelque chose, donc auquel on peut mettre de l'argent dedans, et il est discret. Et reste maintenant la partie imposable. Ah, l'autre chose, c'était aussi que, bon, je taille évidemment, j'envoie des énormes scuds sur l'œuvre d'art, mais c'est vrai pour d'autres choses. Vous voyez, par exemple, là, c'est des montres à l'ancienne. Dedans, vous avez une Patek Philippe, une Audemars Piguet, une Rolex, une Omega. Est-ce que vous êtes capable de me dire laquelle est laquelle? J'ai retiré le logo, évidemment, sinon ça serait trop simple. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'Omega de la Patek Philippe ou de la Rolex?
Pas vraiment, c'était à l'ancienne. Et quelles sont les montres actuellement qui s'échangent le plus et qui sont devenues des lingots d'art aussi? Rolex. Et celle-là, la Rolex, on la reconnaît tout de suite. Est-ce que la couronne, elle est cannelée, avec des petites dents? Est-ce qu'il y a une lunette sur la date? C'est très reconnaissable, une Rolex comme ça. Est-ce qu'elle a une couronne cannelée? Est-ce qu'elle a une lunette sur la date? Si oui, c'est le style Rolex. Là, une autre qui se vend aussi extrêmement bien, Audemars Piguet Royal Oak. Est-ce que la couronne est hexagonale et qu'on voit les vis? Si c'est ça, ça veut dire que c'est une Royal Oak de Audemars Piguet. Le designer est allé chez Patek Philippe, c'est pas une blague, et on lui a dit à peu près fais pareil mais change un peu. Donc il a fait un truc plus arrondi, avec surtout, vous voyez, un peu les protubérances ici à droite, à gauche. Et enfin, une autre qui se vend aussi très bien, c'est Omega Moonwatch. Donc vous voyez que ce n'est pas juste les œuvres d'art, les montres aussi. En fait, la plupart des montres, même anciennes, vous voyez, je vous ai mis le prix ici, sur le marché de secondaire, en fait, vous pouvez avoir une Audemars Piguet pour 3000 balles. C'est juste que personne ne va savoir que c'est une Audemars Piguet. C'est comme votre œuvre d'art, hein, c'est-à-dire, votre œuvre d'art, vous pouvez avoir un poussin chez vous, les gens passent ça devant, ils se disent, c'est un poussin ou ça peut très bien être une œuvre d'art d'un artiste talentueux, totalement inconnu. Donc, vous pouvez avoir une Audemars Piguet au poignet en or. En fait, si les gens ne savent pas que c'est une Audemars Piguet, elle vaut tout de suite beaucoup moins cher. Alors que si vous avez un chien Kunz chez vous, eh ben, le mec qui s'y connaît un peu, il sait tout de suite que vous avez un chien Kunz chez vous. Donc vous voyez que les montres aussi un peu sont devenues des actifs financiers. J'aurais pu faire un peu la même slide au niveau des montres. On est passé de montres qui étaient impossibles de différencier les unes d'entre elles. On l'achetait parce qu'on aimait bien la marque, on aimait bien le design et compagnie. Et les montres qui se vendent le plus dans des volumes incroyables et qui s'échangent constamment, c'est des montres très simples. Là, on est sur de l'acier, 2 aiguilles, une date. Donc c'est des montres extrêmement simples techniquement, comme l'art moderne. C'est juste qu'elles sont parfaitement reconnaissables pour quelqu'un qui a juste suivi une vidéo YouTube pendant 1 heure, quoi. Comme l'art moderne. Donc c'est vraiment un besoin, on va dire, mondial d'avoir des objets parfaitement reconnaissables, à la fois industriels, mais à la fois aussi un peu rares, quoi. Donc voilà, donc, je ne sais pas si vous allez au Golf Club de Lausanne avec la Audemars Piguet à 3000 balles, ils ne vont peut-être pas vouloir de vous. Si vous allez au Golf Club de Lausanne avec la Audemars Piguet Royal Oak, là, je pense que vous allez avoir un accueil plus chaleureux pour vous. Alors, au niveau, voilà, imposition. Alors, si jamais vous voulez investir dans l'art, donc déjà, vous voyez qu'il y a des petits avantages en termes de discrétion, de marché, c'est-à-dire c'est une chose assez possible. Qu'en est-il de l'imposition? Alors, si on est en Suisse, c'est formidable. En tant que particulier, aucune imposition sur les plus-values. Côté français, c'est un peu plus hardcore. Les actions, c'est 30% sur la plus-value. L'or, c'est 17,2% sur la vente ou 36,2% sur la plus-value. Avec un abondement de moins 5% par an, de 2 ans à 22 ans. C'est la France, hein. C'est complexe. Donc ça veut dire qu'en gros, soit vous arrivez à garder les factures de votre lingot d'or, et si vous attendez 22 ans, vous n'allez plus avoir de plus-value. Mais sinon, c'est tout un tas de trucs. Et l'art, c'est à peu près pareil, c'est juste qu'à la revente, c'est beaucoup moins cher. Donc littéralement en France, l'œuvre d'art, en termes d'impôt de la revente, c'est là où il y en a le moins. Ça fait partie des actifs, vous ne me demandez pas pourquoi, mais c'est un des actifs où il y a le moins d'impôts. Si on regarde sur le patrimoine, dans la Suisse, toujours pareil, c'est valeur vénale. Alors valeur vénale, c'est la valeur au marché, et là, une œuvre d'art, on peut déjà un peu plus jouer. C'est vrai que les œuvres d'art sont assez liquides, c'est-à-dire on a un prix donné, mais le prix donné, on peut quand même le faire descendre de 10-20%. C'est au marché, sauf que le marché n'est pas si précis que ça. Alors que si vous avez de l'or ou des actions Apple, vous ne pouvez pas dire « Ah, mes actions Apple, elles valent un peu moins 20% parce que, vous savez, c'est pas les mêmes actions, quoi. » Donc là, déjà, avec là, on peut déjà un peu plus tricher sur la valeur vénale. Et surtout, j'ai regardé côté suisse, est exonéré de l'impôt sur le patrimoine si c'est meubles ou décorations, et les œuvres d'art peuvent tomber dedans, en fonction des cantons. Après, j'avoue que ça a été assez compliqué. Donc si jamais vous avez 300 000 balles d'œuvres d'art chez vous, si jamais ils sont accrochés au mur, de ce que je comprends, ce n'est pas dans l'impôt sur la fortune. Et dans le cas de la France, là pour le coup, c'est là où c'est plus simple. La France, tout bonnement, les œuvres d'art ne sont pas dans le patrimoine. Et ce, depuis le premier impôt sur le patrimoine en France. Ce n'est pas juste depuis 3 mois. Jamais les œuvres d'art ont été mises dans le patrimoine, de l'impôt sur le patrimoine en France. Donc vous comprenez peut-être pourquoi nos chers milliardaires adorent l'art, en fait. Avoir 300 millions d'œuvres d'art en France, c'est 0 € d'impôt sur le patrimoine. Donc ça devient vraiment un actif intéressant. Et si jamais vous êtes vraiment très très joueur, alors là, ce n'est pas pour les gueux millionnaires ou multimillionnaires, c'est pour vraiment les très très gros players. Vous achetez votre œuvre d'art. Alors là, ce n'est pas les œuvres d'art Picasso et reconnues. Il faut aller chercher des œuvres un peu plus underground.
vous achetez votre œuvre d'art qui est un point rouge sur un tableau blanc, quoi, voilà, qui symbolise plein de choses. Vous l'achetez 200 000 balles. Vous faites un petit peu de brassage avec, histoire que l'artiste soit reconnu maintenant comme étant un très grand artiste qui a su vraiment parfaitement reprendre l'essence de l'abstraction patati patata. Vous le mettez en vente, il a l'air de bien se vendre en vente, et donc en fait, alors libre à vous après d'aller truquer en mettant des fausses enchères et compagnie, ce qui fait que la cote de l'artiste monte énormément, et quand vous allez donner votre œuvre d'art, vous allez la donner pour 2 millions, parce que son prix a augmenté, parce que l'artiste a été reconnu. Vous allez donner 2 millions à un musée ou une fondation, exonéré d'impôts d'un truc que vous avez acheté, vous, 200 000. Donc là, l'exonération d'impôts, c'est vraiment banco, quoi. C'est-à-dire que vu qu'on peut faire artificiellement monter les prix des œuvres d'art un peu underground, vous pouvez vraiment finir à ne pas payer d'impôts. Et là, vous dites, ouais, mais quand même, il faut quand même... Enfin, comment ils font, là, nos milliardaires à nous? Ici, on a Arnaud, Pinault et Drahi. Comment ils font pour que ça passe? Parce que quand même, faut quand même prendre plein de gens pour des cons. Bah, le plus simple, c'est d'avoir sa propre fondation d'art. Donc ici, Arnaud a sa fondation Louis Vuitton, Pinault a sa fondation Pinault Collection, qui est un peu à Paris et beaucoup à Venise, et Drahi a sa propre fondation. OK. Maintenant, les maisons d'enchères, enfin, ils vont comprendre que vous êtes là pour frauder le fisc. Bah, pareil, il suffit de la racheter. Chacun a sa propre maison d'enchères. Donc Arnaud a racheté Philips, Pinault a racheté Christie's, Drahi a racheté Sotheby's. Et après, pour le brassage, bah, il suffit d'avoir des médias, histoire de faire parler de votre super artiste underground qui vaut pas un clou. Donc Arnaud a évidemment les Échos parisiens, Pinault a Le Point et Drahi avec Altis à RMC, BFM TV, Libération, je crois que Libération ils s'en est séparés il n'y a pas si longtemps. Donc là vous avez maintenant une bonne machine pour collectionner l'art, avoir des curateurs d'art qui vont chercher l'art moderne vraiment d'une manière magnifique, et en fait derrière ça peut vraiment vous faire gagner plein d'impôts. Ouais. BFM et Libération, c'est le même gars? C'est Altis Group. C'est Altis qui avait ça, mais Libération, tu sais à qui il a racheté Libération, Drahi? Il a racheté à Rothschild. Donc Libération, c'est vraiment le meilleur de tous les journaux. Ça a toujours été détenu par les pires capitalistes sur Terre, mais bon, voilà, on ne va pas changer, ne diversions, bref, on reste focus. Mais Libération, ouais, avant c'était détenu par Rothschild, et maintenant c'est détenu par Drahi, et là je ne sais plus pour qui ils sont détenus, mais... Vu que c'est un peu qui font plus le là d'un point de vue culturel et artistique, je peux comprendre que c'est un investissement d'avoir Libération. Et je crois que c'est tout. Et donc vous voyez qu'un peu l'œuvre d'art qui en fait à la base était vraiment le pire actif sur Terre, l'art moderne a réussi à créer des véritables lingots d'art qui ont une foule en fait d'avantages. L'art moderne a réussi à faire une liquidité, une fongibilité sur l'art qu'il n'y avait pas avant, parce que Kunz produit 10 000 putains de chiens à vendre, grosso modo. Donc, Kunz, par exemple, vous voyez, il y avait un truc, c'était sur Paris, à un moment donné, il voulait faire un monument à l'hommage du Bataclan. Un monument gigantesque, hyper flashy et compagnie. Et la mairie de Paris avait dit non parce qu'il ne voulait pas le faire au Bataclan. Il voulait le faire sur les Champs-Élysées. Donc en gros, il voulait mettre son propre panneau publicitaire sur les Champs-Élysées, histoire de faire valoir son art et compagnie. Donc la mairie de Paris a dit, tu te fous un peu trop de ma gueule, Kunz, quand même. Quoi. Un hommage au Bataclan qui n'est pas au Bataclan, c'est bizarre. Donc en gros, on a clairement des artistes qui sont là pour injecter... Vous voyez, c'est un équilibre. Il faut à la fois en faire plein, mais pas trop. Vous voyez, un peu comme Rolex. Hein. Rolex, ils produisent 1 million de montres par an, mais quand on veut une, bizarrement, ils te disent non, on n'en a plus. Quoi. Donc il faut réussir à trouver un équilibre pour avoir une rareté, mais une suffisante liquidité dans le marché. Il faut constamment avoir des produits très similaires. Les Rolex, ils se ressemblent tous. Les œuvres d'art modernes, le Klein, voilà, le bleu Klein et compagnie se ressemblent tous, pour avoir une fongibilité, pour qu'on puisse mettre un prix et que constamment, il y a grosso modo un peu toujours la même œuvre d'art qui est sur les marchés. Et après, il y a eu des ajustements faits, des fois avec l'aide de nos gouvernements, pour avoir une plus grande discrétion et un meilleur impôt que les restes dégueux, quoi. Et comme ça, on a un super actif financier, très prisé, évidemment, alors c'est pas trop pour notre échelle, mais très prisé par ceux qui ont plusieurs dizaines de millions, centaines ou milliards, et c'est pas pour rien qu'ils s'intéressent tous à l'art, c'est pas pour le plaisir de l'art, quoi. C'est que l'œuvre d'art, et surtout l'art moderne, est devenu un super actif financier ces 10 dernières années, 30 dernières années, quoi. Voilà. Et c'est tout. Merci.